Chers auditeurs, bonjour. Merci d'écouter VOA Afrique et merci pour votre fidélité au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Votre programme hebdomadaire d'information et d'éducation sur les questions de santé. Au micro, je suis Rosine Mounezero et je serai en compagnie de Mohamedou Oumfa. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des maladies qui se contractent auprès des animaux de compagnie. La maladie la plus connue est la rage, mais nous verrons qu'il en existe plusieurs autres. Docteur Abdoulaye Cissé. Il y a aussi la maladie qu'on appelle la toxoplasmose qui affecte principalement les femmes enceintes à travers un parasite qui se retrouve dans les excréments du chat ou dans le pelage du chat. Pour faire face à ces maladies animales, des initiatives publiques et privées se mettent en place dans certains pays. Docteur Abou Mamadou Touré. Il y a des actions que l'État a menées dans le cadre des campagnes de vaccination, de déparasitage, de traitement des animaux et autres. Mais à un moment donné, il y a eu des engagements au profit des docteurs vétérinaires privés. Les réponses aux questions que vous nous avez adressées, ce sera dans la rubrique « À vous la parole » avec le docteur Armand Genkap. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité et nous recevons pour cela Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Au Bénin, des cas de fièvre de Lassa déclarés dans la zone de Tchaourou. C'est ce qu'a fait savoir le 28 février dernier le ministre de la Santé, le docteur Alassane Seydou. Il a révélé qu'une épidémie de fièvre hémorragique Lassa sévit actuellement dans le pays, principalement dans la zone sanitaire de Tchaourou, localité située à environ 400 km au nord de Cotonou. Selon les chiffres communiqués par le ministre de la Santé, il y a eu 2 morts. 61 personnes ayant eu des contacts avec les patients ont été enregistrées et sont suivies. Alors Firmin, comment s'organisent les autorités pour faire face à l'épidémie? Le gouvernement béninois et ses partenaires humanitaires ont pris des mesures d'urgence, notamment la mise en place d'unités de quarantaine dans les zones affectées pour isoler et soigner les victimes, l'établissement d'un système de traçage pour retrouver les personnes qui ont pu être exposées à la maladie et la mobilisation d'un réseau de près de 200 employés du secteur de la santé à travers le pays afin d'enregistrer les contacts. Les autorités béninoises ont aussi prépositionné le Rivavirine, un médicament réputé efficace contre la maladie. Dans la capitale et dans les zones affectées, les équipements de protection et des produits de décontamination sont distribués au personnel de santé. On poursuit par la Tanzanie où le gouvernement interdit désormais le commerce et la consommation de l'alcool vendu dans les sachets en plastique. En effet, cette décision annoncée depuis plusieurs mois est entrée en vigueur le mercredi 1er mars dans toutes les provinces, selon un communiqué du ministre de l'Environnement, January Makamba. Les autorités interdisent toute importation, fabrication, vente et consommation d'alcool contenu dans des sachets dans le double objectif de protéger la jeunesse et l'environnement. Il faut dire que cet alcool en sachet est très répandu parmi les jeunes, mais également très nocif. Oui, selon le gouvernement, ces sachets polluent l'environnement car ils sont jetés partout après consommation. Ils constituent aussi un problème de santé publique car ils sont très consommés par les jeunes. Facilement dissimulables dans les poches de pantalon ou des sacs d'écoliers, ils entrent facilement dans les salles de classe. Dans certains établissements scolaires, on peut aussi voir des jeunes élèves sucer entre 2 cours des sachets de 50 ml. Rappelons que plusieurs pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Malawi et le Rwanda ont déjà pris des mesures similaires. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. On poursuit ce tour d'horizon de l'actualité avec cette liste d'agents pathogènes prioritaires et résistants aux antibiotiques que vient de publier l'OMS. Oui, Mohamedou, l'Organisation mondiale de la santé a énuméré 12 familles de bactéries qui sont les plus menaçantes pour la santé humaine. La liste comporte 3 catégories, critiques, élevées ou moyennes. Le groupe le plus critique comporte des bactéries multirésistantes qui peuvent provoquer des infections sévères, souvent mortelles, telles que les infections sanguines et des pneumonies. Le deuxième et le troisième groupe de la liste, les catégories de priorité élevée et moyenne, comportent d'autres bactéries de plus en plus résistantes, provoquant des maladies plus courantes telles que les intoxications alimentaires
et la gonorrhée, aussi connue sous le nom de chaude-pisse. Alors Firmin, quel est l'intérêt de cette liste? Cette liste a été établie pour essayer d'orienter et de promouvoir la recherche et développement de nouveaux antibiotiques. Selon le docteur Marie-Paul Kieni, sous-directeur général à l'OMS pour le groupe Système de santé et innovation, la liste a aussi pour but de pousser les gouvernements et les partenaires du domaine sanitaire à investir dans la recherche pour découvrir de nouveaux antibiotiques plus efficaces contre les bactéries devenues résistantes aux traitements actuels. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Bon nombre d'Africains possèdent des animaux domestiques, des chiens et des chats pour l'essentiel. Les chiens servent le plus souvent à assurer la sécurité et dissuader les visiteurs malvenus. Quant aux chats, ils aident à traquer les souris et les rats dans les maisons. Phénomène plus récent enfin, certains Africains possèdent désormais des chats et des chiens qui leur servent de compagnons, ont des petits noms affectifs, sont mieux traités et partagent les salons et les fauteuils de leurs maîtres. Quoi qu'il en soit, posséder ces animaux n'est pas sans risque du point de vue sanitaire. Il existe en effet de nombreuses maladies qui peuvent se transmettre de ces animaux à leurs maîtres ou à leurs voisins. La plus connue de ces maladies est la rage, mais il en existe bien d'autres qui peuvent être aussi mortelles. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Abdoulaye Cissé. Il est médecin vétérinaire et promoteur du complexe des mamelles à Dakar, au Sénégal. Il commence par nous présenter les maladies les plus fréquentes chez les animaux domestiques. Au niveau des carnivores, nous avons la rage qui est une maladie universellement connue. Nous avons aussi des maladies dues à des parasites comme les tiques, comme la maladie de Lyme qui peut se retrouver malheureusement chez l'homme. Nous avons des maladies aussi qui touchent la plupart des systèmes qu'on appelle des maladies systémiques, donc qui sont dues à des germes qu'on appelle donc des germes infectieux, les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. Et ces maladies provoquent au niveau des animaux des affections qui peuvent être très très connues comme certaines infectieuses comme la tuberculose, qui est vraiment une maladie très très connue chez l'homme, chez l'animal. Des maladies comme les teignes. Maintenant, si on revient chez les animaux domestiques à proprement parler, nous avons des maladies qui sont encore mieux connues avec la pratique vétérinaire. Et au niveau de certaines espèces comme le chien, il y a la rage qui revient toujours, mais en adoptant la classification médicale des maladies, la classification peut se faire par rapport à la cause ou bien par rapport au siège de la maladie elle-même. Certaines maladies sont connues comme la parvovirose du chien, c'est une maladie virale. La maladie de Carré, certaines infections comme l'équivalent du sida qu'on appelle le virus de l'immunodéficience félide. Donc c'est des maladies qui sont très 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 connues et qui affectent les animaux de compagnie. Nous avons beaucoup d'autres maladies qui peuvent toucher les tumeurs comme les leucoses, les leucémies, des tumeurs cutanées. Vraiment, elles sont diverses et variées. Tout à fait. Alors, vous venez d'énumérer un certain nombre de maladies. Parmi ces maladies, quelles sont celles qui sont les plus à craindre pour les êtres humains ou les propriétaires qui sont transmissibles des animaux aux hommes? Nous les appelons communément les zoonoses. Donc, les zoonoses sont définies comme des maladies qui peuvent être transmissibles de l'animal à l'homme ou inversement. Parmi toutes ces classifications, nous retiendrons à peu près 5 maladies qui, à mon avis, méritent vraiment toute l'attention. Toujours, nous reviendrons sur celle qui est la plus connue, donc et c'est la rage. Tout à fait. Qui affecte tous les mammifères. Et le deuxième de la liste concerne le groupe de maladies qu'on appelle les helminthoses, qui concernent les parasites gastro-intestinaux. Donc, parmi ces parasites, nous pouvons notamment citer le ténia, qui est très connu, donc qui peut se transmettre de l'homme à l'animal, inversement. Et beaucoup d'animaux peuvent intervenir dans ce cycle de transmission, notamment le chien, le chat, les porcins. Il y a aussi la troisième maladie qu'on appelle la toxoplasmose, qui affecte principalement les femmes enceintes. On peut la qualifier de maladie professionnelle aussi, puisque même le vétérinaire peut contaminer sa femme si elle est en état de grossesse. Et une femme enceinte contracte cette maladie à travers un parasite qu'on appelle Toxoplasma gondii, qui se retrouve souvent dans les excréments du chat ou dans le pelage du chat. Et quand une femme est enceinte, même cette maladie fait l'objet d'un test qui est obligatoire au cours de la grossesse. C'est un test de dépistage. Quatrième de la liste, c'est la brucellose,
qui est une maladie due à une bactérie qui s'appelle Brucella. Cette bactérie affecte le système reproducteur, l'appareil génital, et peut provoquer aussi des affections qui sont assez sérieuses en termes d'incapacité, mais aussi qui peuvent entraîner des pronostics assez sévères. Et la dernière de cette liste de 5 concerne une maladie qui peut se contracter à partir des rongeurs, que nous appelons la tularemie. C'est une bactérie que nous appelons Francisella, qui peut être contractée à travers des rongeurs domestiques comme à travers des rongeurs sauvages, comme les lièvres, certainement avec les nouvelles habitudes, comme le fait d'élever les nouveaux animaux de compagnie dont j'ai parlé tantôt. Ces nouveaux animaux de compagnie, les rongeurs comme les lapins et les lapins nains en font partie. Et s'il n'y a pas les soins requis, un homme peut contracter cette maladie, et qui sont des maladies quand même assez graves, qui peuvent quand même menacer la santé des maîtres ou bien des compagnons. Alors, vous avez mentionné la rage qui est plus connue. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire exactement quels sont les modes de transmission? Est-ce qu'il s'agit uniquement de la morsure du chien ou alors est-ce qu'il y a d'autres moyens? Comment est-ce que se transmet la rage et comment reconnaître éventuellement qu'un patient ou alors un chien déjà et puis un patient plus tard est victime de la rage? Il faut savoir que la rage est due à un virus qui affecte le système nerveux. Les modes et les moments de transmission concernent les sécrétions et les excrétions. Et aussi, il y a le contact sanguin. Il faut dire que c'est un virus qui est très fragile dans le milieu extérieur. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un contact. Donc, qui peut être la morsure. Les griffures peuvent aussi être des sources de contamination. Le léchage, parce que le virus, il est sécrété et excrété dans la salive de l'animal mordeur. Donc, un léchage peut être à l'origine d'une contamination. La dernière possibilité, c'est le contact sanguin où, quand il y a une morsure et effraction tissulaire, le virus peut passer à travers des brèches cutanées et atteindre à travers de la peau le récepteur nerveux et cheminer à travers les nerfs pour accomplir son cycle jusqu'à provoquer un état clinique de rage qui est un état assez sévère et pratiquement irréversible. Quels sont les symptômes pour reconnaître d'abord que son animal souffre de rage et puis maintenant reconnaître qu'une personne a été contaminée et souffre de cette maladie? Les symptômes pour reconnaître un animal atteint de rage, c'est des symptômes qui sont tardifs. C'est-à-dire le diagnostic de la rage, c'est un diagnostic qu'on appelle post-mortem. Maintenant, du vivant de l'animal, nous ne pouvons nous baser que sur des signes annonciateurs, c'est-à-dire quand le virus est vraiment bien établi dans le système nerveux. Donc, il y a des troubles du comportement. C'est surtout ces troubles du comportement donc, auxquels nous faisons appel pour pouvoir identifier et même prévenir. Quand un chien est mordeur, il est mis en observation. Nous analysons les troubles de son comportement qui peuvent aller des changements alimentaires, donc le refus de l'eau, parce qu'il y a une paralysie laryngée. N'oubliez pas, tantôt je vous avais parlé du système nerveux. C'est un virus qui chemine uniquement dans le système nerveux. Et la paralysie laryngée provoque le refus de l'abreuvement. C'est un chien qui va complètement refuser parce qu'il ne peut plus boire et à plus forte raison manger. Il va refuser. Et même, il y a des cas où l'on décrit l'hydrophobie, c'est-à-dire le chien, il a une phobie de l'eau parce que le larynx est paralysé, il ne peut plus avaler. Il a des changements de comportement. Par exemple, vous tombez sur un chien qui d'habitude est très très docile, qui devient agressif sans raison, qui s'attaque aux êtres humains sans raison et qui peut provoquer aussi des phénomènes qu'on appelle les comportements démentiels. C'est dû au fait que le système nerveux de l'animal est complètement perturbé. Il existe une forme de rage qu'on appelle la forme cutanée, où il y a un prurite qu'on appelle prurite démentiel. C'est-à-dire, c'est une hypersensibilité, mais vraiment inexplicable, avec des rougeurs, des érythèmes. C'est pour ça qu'on l'appelle démentiel. Et à ce stade, le virus est vraiment dans l'état de virémie maximale. Et c'est à ce stade-là que le chien se met à mordre et à transmettre. Et nous jugeons qu'une fois que l'apparition de ces signes et symptômes est avérée, l'animal ne peut pas survivre au-delà de 12 jours. D'ailleurs, même au niveau de l'OMS, la période de mise en observation, elle va à 15 jours. Et donc, au niveau de l'être humain, ça se manifeste comment, la rage? À quelques différences près, de la même façon que chez l'animal. Donc, un être humain qui est mordu, le virus, il chemine toujours par l'effraction ou bien le contact qui a été établi, morsure, griffure,
léchage d'une plaie, contact sanguin. Et à ce niveau-là, les premiers signes ou symptômes, c'est des signes nerveux qui peuvent aller de contracture au refus d'abouffement, donc c'est-à-dire des paralysies du larynx. Des troubles du comportement pareil ont été décrits chez l'homme. Et le plus souvent, les personnes atteintes sont des enfants qui, malheureusement, quand ils sont mordus, masquent toujours l'origine de cette morsure à leurs parents. Et ce qui fait que le virus a le temps de faire son bon chemin jusqu'à atteindre le système nerveux. C'est vraiment au dernier moment qu'on se rend compte que l'enfant est atteint d'une maladie assez mystérieuse, qui fait que l'enfant crie, se tord de douleur, change de comportement et pareil, il fait appel à des troubles qui peuvent être démentiels. Donc les cris, il y a même un cri qui est caractéristique des personnes ou animaux atteints par la rage qu'on appelle le cri rapide. Mais l'essentiel au niveau symptomatologie de cette maladie réside dans l'affection et les changements de comportement. Les paralysies respiratoires peuvent s'en suivre, des paralysies graves, mais vraiment un tableau clinique qui est quand même assez effroyable même, et qui fait que la personne meurt dans des paralysies qui sont terribles. Et la mort survient vraiment dans des conditions assez douloureuses et malheureusement devant un personnel médical qui est voué à l'impuissance. Il n'y a pas de traitement de la rage, il n'en existe pas. Vous avez relevé que, et c'est bien connu, les risques les plus fréquents lorsque l'on côtoie ces animaux, ce sont les risques de griffures et de morsures. Qu'est-ce que les personnes qui sont dans l'entourage des personnes mordues ou griffées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quels sont les premiers soins avant l'intervention d'un spécialiste, d'un médecin? La première mesure, c'est une mesure qui est vraiment assez simple et qui donne d'excellents résultats. C'est-à-dire le lavage de la zone atteinte à l'eau savonneuse. Du savon de Marseille, il a été prouvé que le savon de Marseille, sur une plaie qui vient d'être exposée ou une morsure, il y a une élimination d'une très grande partie des particules virales. Et ce qui fait que ça limite les possibilités de contamination. Et cela, c'est la visite obligatoire, le statut de l'animal mordeur. Donc je répète bien, quel que soit le statut de l'animal mordeur, il faut aller voir des centres spécialisés. En l'occurrence, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, c'est les instituts Pasteur qui s'en occupent. N'empêche que nous pouvons aller voir ou bien référer à un médecin traitant, mais souvent, en ce qui concerne la prise en charge d'une personne mordue par un chien, c'est les instituts Pasteur qui font office, parce que ce sont les instituts qui sont habilités à faire la séroprévention ou bien ce qu'on appelle la sérovaccination. C'est un protocole au terme duquel la personne reçoit les injections nécessaires pour neutraliser les particules virales. Donc c'est du sérum antirabique qui est administré à la personne mordue pour neutraliser les particules virales. Et ce sérum est assez efficace, qui se déroule sur une période de 3 semaines. Donc avec un protocole bien déterminé qui est universellement connu. Et c'est seulement à l'issue de cette administration que nous pouvons déterminer la nature inoffensive de cette morsure. Alors, c'est la dernière question, docteur. Quand on possède un chien ou un chat ou autres animaux de compagnie, comment s'occuper de l'hygiène d'une part et de la santé de manière générale de ces animaux pour éviter justement ces cas de contamination? Je répète toujours, à l'instar de tous les vétérinaires, qu'un animal de compagnie, il n'a pas demandé à être pris en charge. Donc, c'est une responsabilité que nous, maîtres, devons avoir à l'égard de ces animaux. D'abord, nous disons que la nourriture, l'alimentation constitue le premier médicament. Il ne s'agit pas seulement de nourrir, mais il faut bien nourrir son animal. Après, il faut prendre soin des parasites qui peuvent être vus sur le plan interne comme sur le plan externe. Quand je parle de parasites internes, je fais allusion aux helminths, ténias, les ascaris, les obscures, ainsi de suite. Et en parlant de parasites externes, je fais allusion aux tiques, les puces, surtout les tiques, quand même sont des véhicules de maladies assez graves qui peuvent toucher non seulement la santé de l'animal, mais par ricochet, entraîner les maladies dont nous avons parlé tantôt, les zoonoses. Donc il faut bien déparasiter son animal pour le priver de facteurs de contamination, donc d'inoculation de maladies dangereuses. Il y a aussi l'étape de la vaccination. Un animal héberge des virus qui peuvent être contactés par l'air, par l'eau, par les autres animaux, par l'homme des fois et par inhalation, par les différents modes de contamination qui sont connus en médecine. Et certaines de ces maladies ont des vaccins qui ont été mis en place,
qui peuvent quand même conférer une immunité temporaire ou une immunité définitive qui doit être quand même renouvelée régulièrement. Donc un animal qu'on vient d'acquérir doit être vacciné. Si c'est un chien, les vaccins classiques existent. Et si c'est un chat, pareil. Même des animaux, les nouveaux animaux de compagnie ont un programme de vaccination bien déterminé et qui, quand il est bien mené, permet quand même de conférer au sujet une immunité capable de le protéger contre beaucoup de maladies et surtout protéger aussi son maître contre certaines maladies transmissibles. Nous remercions le docteur Abdoulaye Cissé qui nous répondait depuis le Sénégal. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Protéger, soigner et s'occuper des animaux domestiques est une affaire qui concerne d'abord leur maître. Mais c'est aussi un problème de santé publique car les maladies de ces animaux peuvent être contagieuses et même générer des épidémies. Dans certains pays, au sein des ministères en charge de la santé, il existe des programmes de santé animale qui s'occupent de la question. Qu'en est-il du cas du Sénégal par exemple? Nous avons posé la question au docteur Abou Mamadou Touré. Il est président d'honneur de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal. Les actions de terrain sont principalement menées par les docteurs vétérinaires privés sur mandat du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des actions que l'État a menées dans les temps, dans le domaine de la santé animale, dans le cadre des campagnes de vaccination, de déparasitage, de cliniques, de traitement des animaux et autres. Mais à un moment donné, donc, il y a eu des engagements de l'État au profit des docteurs vétérinaires privés qui, eux tous, sont organisés au niveau de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, donc dont la mission principale est d'assurer la santé des animaux, aussi bien pour des maladies strictement animales, que des maladies qu'on appelle les zoonoses, donc les maladies animales transmissibles à l'homme principalement et vice-versa. À votre avis, les autorités sanitaires s'intéressent-elles suffisamment aux soins des animaux, quitte à protéger la santé des populations? Je crois bien que les autorités font ce qui est possible parce que, je sais que depuis quelques années, des efforts très importants ont été engagés au niveau de l'État pour augmenter les enveloppes budgétaires affectées à la santé animale dans le cadre de ce que nous appelons le mandat sanitaire. C'est-à-dire que les vétérinaires privés assurent la vaccination des animaux contre des maladies contagieuses et qui sont à déclaration obligatoire. Donc ce sont l'État fait vraiment des efforts à ce niveau. Mais je crois qu'il y a des problèmes au niveau de la santé animale, parce que la santé animale est une santé animale un peu économique. Alors, vous savez, l'État fait ce qu'il doit faire, mais l'effort principal doit revenir à l'éleveur qui doit protéger son animal de certaines maladies pour que l'animal puisse extérioriser toutes ses potentialités. Mais compte tenu de la faiblesse ou de l'enclavement des éleveurs, la faible valeur marchande de ces animaux, la couverture sanitaire laisse un peu à désirer. Et c'est parce qu'on ne travaille pas assez sur le volet valorisation de ces productions, désenclavement des zones, changement des méthodes d'élevage qui fait que les animaux souffrent souvent de problèmes de santé. Maintenant, pour éviter la transmission des maladies au niveau des hommes, il y a le chaînon transformation, contrôle, inspection des denrées d'origine animale. Donc c'est également là où interviennent les vétérinaires officiels, les vétérinaires, les inspecteurs, ceux qui font des inspections, des contrôles des denrées au niveau des abattoirs, au niveau des marchés, au niveau des centres commerciaux. Cette chaîne-là qui est assurée pour éviter la transmission des maladies animales, en tout cas qui vont porter atteinte à la santé humaine.
Quelle est votre satisfaction justement par rapport à la santé des populations? Vous venez de parler justement des denrées alimentaires sur les marchés. Quelle est votre satisfaction? Je considère qu'il y a des difficultés. Les difficultés se trouvent au niveau de la mobilité, de la disponibilité des agents qui sont chargés d'assurer ces inspections-là. Maintenant, au niveau des points d'entrée, pour ce qui est des denrées d'origine animale, des animaux et des denrées d'origine animale, au niveau des frontières, il y a pas trop de problèmes pour ce qui concerne les grands points d'entrée. Mais pour ce qui concerne les points d'entrée secondaires, c'est très difficile d'assurer l'inspection et surtout au niveau de certains marchés, on n'a pas toujours l'agent qu'il faut pour procéder à l'inspection et au contrôle de ces denrées. Donc la difficulté se situe au niveau de la disponibilité des agents et leur mobilité pour aller dans différents points où on assure la distribution et la commercialisation des produits d'origine animale. Ça, vraiment, c'est un hiatus. C'est pour cela que il y a un effort très important qui a été fait les dernières années pour assurer un recrutement d'agents de l'élevage pour assurer une meilleure couverture sanitaire et également de la promotion des productions animales au niveau du pays. Nous remercions le docteur Abou Mamadou Touré qui nous répondait depuis Dakar au Sénégal. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez comme vous le faites déjà à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre cette semaine, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Je suis Papi, je suis à Kinshasa. En fait, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir mal aux os. Donc, je dirais plus du côté du bras gauche. Alors, je suis AS. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est dû à... Est-ce qu'il y a de l'anémie dans le AS ou pas du tout? Ce que je peux répondre à Papi, c'est que, vu sa question, je pense qu'il souffre d'une drépanocytose hétérozygote puisqu'il signale qu'il est AS. À savoir qu'il fait partie des porteurs sains des drépanocytoses. En général, les drépanocytoses de type AS, à savoir les drépanocytoses hétérozygotes, sont des drépanocytoses asymptomatiques qui ne provoquent aucun problème de santé. La drépanocytose, pour rappel, étant une maladie génétique du sang liée à la présence d'une hémoglobine anormale. Dans le cas de Papi, il semble avoir une hémoglobine normale et une hémoglobine anormale qui est S. En principe, cette forme AS est, et que je le dis encore, asymptomatique, donc logiquement ne devrait pas entraîner d'anémie. Mais il est évident qu'il y a certaines personnes AS que nous retrouvons en consultation qui se plaignent de douleurs, qui peuvent faire penser à des douleurs d'origine drépanocytaire. Parfois, on retrouve même d'ailleurs une anémie chez ces personnes-là, mais il faut dire que ces douleurs et ces anémies-là ont souvent des causes autres que la maladie drépanocytaire. Et c'est pour ça que, à la question de Papi, est-ce que la drépanocytose hétérozygote de type AS peut entraîner une anémie? La réponse est non, elle ne peut pas entraîner une anémie, mais n'empêche qu'une personne qui a une drépanocytose hétérozygote asymptomatique peut quand même avoir une anémie qui sera d'une autre cause que la cause drépanocytaire. Idem pour les douleurs dont la personne souffre, qui peut avoir des causes autres que la cause purement drépanocytaire. Voilà ce que je pourrais apporter comme réponse à Papi qui appelait depuis Kinshasa. Merci docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée aux maladies liées à la cohabitation avec les animaux de compagnie. Nous avons reçu comme invité le docteur Abdoulaye Cissé, médecin vétérinaire et promoteur du complexe vétérinaire des mamelles à Dakar au Sénégal. Il nous a présenté les maladies transmissibles des animaux de compagnie aux hommes. Il nous a également livré des conseils pratiques pour éviter ces maladies. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Abou Mamadou Touré, président d'honneur de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal.
Il nous a présenté les initiatives publiques et privées qui permettent de combattre ces cas de contamination. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité. Merci à Chouchou Kaoua, notre correspondante à Kinshasa, qui a recueilli les questions des auditeurs. Michel Joseph assurait la réalisation et Suleiman Tarawale était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.